Ce lundi 20 janvier, Donald Trump a officiellement été investi en tant que 47e président des États-Unis. Alors aujourd'hui, je vais te parler de politique et je vais te raconter comment la NBA est devenue une ligue activiste. All right, we're going to create a new banner. This is a Jumdoc alert. Elle, c'est Laura Ingraham, une journaliste américaine qui anime sa propre émission à Fox News, top 3 des chaînes les plus regardées aux États-Unis. Mais Fox News, c'est aussi le média référence des républicains et de Donald Trump. En 2018, un an après que Trump ait été élu pour la première fois, cette journaliste a tout simplement dit à LeBron James, le meilleur joueur de basket au monde, de continuer à dribbler et de fermer sa gueule. NBA superstar LeBron James is talking politics again. Here's his barely intelligible, not to mention ungrammatical take on President Trump. The number one job in America, the point of person, is someone who doesn't understand the people and really don't give a about the people. This is what happens when you attempt to leave high school a year early to join the NBA. So keep the political commentary to yourself, or as someone once said, shut up and dribble. Sauf qu'il faut pas faire ça avec LeBron. Lui, il s'est jamais tu. We will definitely not shut up and dribble. Et il a même surfé sur la polémique en faisant du célèbre Shut Up and Dribble une série documentaire pour parler du rôle des sportifs en politique. Et ce rôle s'amplifie encore aujourd'hui. Beaucoup de basketteurs prennent la parole sur des sujets qui leur tiennent à cœur. La NBA est de loin la ligue la plus engagée, la plus représentée par les Afro-Américains aussi. Sauf que ça n'a pas toujours été le cas. Si aujourd'hui la majorité des joueurs NBA sont noirs, à sa création en 1946, il n'y en a pas un seul. Zéro. Parce que c'est la ségrégation, et à cette époque, les Noirs n'ont pas le droit d'occuper les mêmes emplois que les Blancs, de fréquenter les mêmes écoles qu'eux, et donc ils ne partageaient pas les terrains de basket non plus. Il faut attendre 4 ans pour voir des joueurs noirs en NBA. Chuck Cooper est le premier drafté, Nat Clifton est le premier à signer un contrat, et Earl Lloyd est le premier à fouler un parquet et jouer un match avec les Capitals de Washington à l'époque. Tout le monde le compare alors à Jackie Robinson, le premier noir à jouer en MLB quelques années plus tôt. Mais à cette époque, le basket est un sport bien plus confidentiel que le baseball, et donc Earl Lloyd n'a pas la même portée que Jackie Robinson. Mais quelque part, c'est lui le pionnier, la première figure de la lutte contre la ségrégation raciale en NBA. Et celui qui va prendre la relève, et quelle relève, c'est Bill Russell. I hope that this is a manifestation of the fact that I tried to live a good life and tried to contribute to the society. Pour ceux qui ne connaissent pas, Russell est une légende absolue. 11 bacs de champion, soit le joueur le plus titré de l'histoire de la ligue, le trophée de MVP des finales porte son nom. Et à sa mort en 2022, toutes les franchises ont retiré le numéro 6. Toutes. Même LeBron a dû changer de numéro. Mais si je vous disais que même avec tout ça, ses plus grandes victoires ne sont pas sur un terrain. Russell, c'est la figure pionnière de l'engagement militant en NBA. Dès son arrivée dans la ligue, il subit racisme et discrimination. Bob Cousy, son coéquipier pendant 7 ans à Boston, a expliqué qu'à sa draft, Bill Russell était destiné à la base aux Hawks de Saint-Louis avec le 2e choix, mais que Saint-Louis a douté de drafter un joueur de couleur noire. Maintenant, vous avez une petite idée du contexte dans lequel Russell a démarré sa carrière à Boston. Dites-vous que la suite est encore pire. Dans la banlieue de Reading dans laquelle il s'installe, sa maison est vandalisée et taguée de commentaires racistes à plusieurs reprises. Je vais vous passer tous les épisodes de racisme que Bill Russell a subi à Boston, mais il y a une phrase dans son autobiographie qui décrit très bien tout ça. Boston était un marché aux puces de racisme. Tout ça explique que la cérémonie organisée par les Celtics pour son retrait de maillot se soit faite sans public, parce que Bill Russell avait demandé à ce que ça se fasse avant que le public n'entre dans la salle. Le point d'orgue de son engagement, c'est en 1961. On est à Lexington, une ville dans l'état du Kentucky, un état qui n'est pas très ouvert aux questions raciales et sociales, si vous voyez ce que je veux dire. Boston et Saint-Louis doivent s'y affronter pour un match de pré-saison. La veille du match, les Celtics s'installent dans leur hôtel, le Phoenix Hotel, et il y a 2 joueurs, Sam Jones et Satch Sanders, qui descendent au bar de l'établissement. Et là, ils se font recaler. La raison, expliquée par la serveuse, « Désolé, mais on ne sert pas les nègres ». Alors immédiatement, Jones et Sanders sont hyper énervés, ils remontent dans leur chambre à l'hôtel, et là ils croisent Bill Russell. Et comme je vous l'ai expliqué auparavant, Bill Russell c'est quelqu'un qui est un peu habitué à subir ce genre de discrimination. D'ailleurs, quelques années plus tôt, il s'était aussi fait recaler d'un hôtel à l'entrée pour sa couleur de peau. Et il avait dit à son coach, la prochaine fois que ça se reproduit, je ne jouerai pas. À Lexington, Bill Russell tient parole. Et ce qui devait être une banale rencontre de pré-saison va se transformer en un moment clé de l'histoire NBA. Le boycott de Lexington. They said, where do you want to go? I said, Boston's my first destination. Then New York and Washington. And if you don't have anything going in those 3 places, then Chicago. But I want to get out of here. Petite précision, c'est pas le premier boycott de l'histoire.
Elgin Baylor, une légende des Lakers, avait déjà boycotté un match en 1959. Après avoir subi le même genre d'acte raciste, il avait été refusé à l'entrée d'un restaurant à cause de sa couleur de peau. Mais si le boycott des Celtics est encore plus marquant, c'est parce que sa portée est bien plus grande. Déjà, il y a 4 joueurs des Celtics et 2 des Hawks, tous des joueurs noirs, qui accompagnent Bill Russell dans son refus de jouer. Et puis il y a Red Auerbach, le coach des Celtics, qui les soutient également en les conduisant directement à l'aéroport pour qu'ils quittent la ville. Le match se jouera quand même, avec que des joueurs blancs. Boston n'aura que 7 joueurs sur sa feuille de match. Et le lendemain, Walter Brown, le propriétaire des Celtics, affirme que son équipe ne jouera plus jamais dans un tel contexte. Dès qu'il rentre à Boston, Bill Russell assume son rôle et prend la parole devant les médias. Nous avons les mêmes droits que n'importe qui d'autre. J'espère que nous n'aurons plus jamais à subir ce genre d'abus. Sinon, nous prendrons encore une fois les mêmes mesures. Et le militantisme de Russell ne s'arrête pas là. En fait, c'est tout simple. Prenez les plus grands acteurs de la lutte pour l'égalité des droits aux États-Unis et vous trouverez toujours Bill Russell à côté d'eux. La marche à Washington en 1963 avec le fameux discours de Martin Luther King, I Have a Dream, Bill Russell est présent. Le sommet de Cleveland en 1967 pour soutenir la décision de Mohamed Ali de ne pas participer à la guerre du Vietnam, Bill Russell est encore présent. Et pour assurer son héritage militant en prenant un jeune Kareem Abdul-Jabbar sous son aile, Bill Russell est encore et toujours présent. En 1968, le pivot prend sa retraite et ironie du sort, au coup du destin, c'est la même année où les Civil Rights Acts mettent fin à la ségrégation aux États-Unis. Le flambeau est repris naturellement par Kareem Abdul-Jabbar, qui devient l'un des leaders du militantisme grâce au boycott avorté des Jeux de 68 à Mexico. Contexte de ce boycott avorté, un an avant les Jeux, le projet olympique des droits de l'homme est fondé. Son objectif, c'est de boycotter les Jeux pour protester contre les inégalités raciales aux États-Unis. Alors même si le projet ne s'est pas concrétisé, il a quand même amené l'une des photos les plus iconiques de l'histoire du sport et il a aussi amené une véritable bombe de Kareem Abdul-Jabbar qui avait déclaré à cette époque « Les États-Unis, ce n'est pas vraiment mon pays ». Maintenant, vous avez le contexte des années 50 à 70. En gros, c'est la fin de la ségrégation, c'est la prise de parole des joueurs afro-américains dont les droits commencent enfin à être reconnus et qui deviennent majoritaires aussi en NBA, puisqu'à cette époque, on est sur 60-65% de joueurs noirs dans la ligue. De 70 à 80, la ligue poursuit ce schéma en laissant plus d'espace d'expression à ses joueurs, mais à partir des années 80, le militantisme s'essouffle drastiquement. Et 2 personnes incarnent ce changement radical. Il y a David Stern et il y a surtout Michael Jordan. Alors David Stern, il est super important dans cette histoire parce qu'il devient commissionnaire de la Ligue en 84. Et à son arrivée, son objectif, c'est de changer l'image de la NBA. Parce qu'il faut bien comprendre que la NBA, c'est très loin derrière la NFL, la NHL ou la MLB en termes d'audience, en termes de popularité, en termes d'image, bref, en termes de tout, la NBA est à la rue. Et lui, son objectif, c'est de changer tout ça et de faire de la NBA un produit marketing, commercial, vendeur, qui ramène des sous. Alors David Stern fait un choix. On nettoie toutes les frasques, on enlève toutes les histoires de drogue, on impose un dress code et surtout, on aseptise la ligue. Et progressivement, les staffs, les joueurs, les coachs, tous se retirent du débat politique. Et mine de rien, Stern y réussit son pari. Et la NBA explose. Elle explose parce qu'elle s'appuie sur des histoires. D'un côté, il y a la rivalité Magic Johnson-Larry Bird, le gamin noir venu des quartiers populaires de Michigan, face aux blancs issus des terres rurales d'Indiana. Mais elle explose à l'international, surtout grâce à une histoire en particulier, celle de la superstar Michael Jordan. Et Michael Jordan, niveau militantisme et engagement politique, il est plutôt d'accord avec David Stern, son patron, pour être le plus neutre possible. Parce qu'avant d'être l'un des meilleurs basketteurs de tous les temps, si ce n'est le, Michael Jordan, c'est surtout le plus grand businessman jamais vu parmi les sportifs de haut niveau. Sa marque de chaussures est devenue mondialement connue aujourd'hui. D'ailleurs, certains achètent sûrement des Jordan sans savoir qu'elles viennent du basketteur. Et à partir des années 90, il a atteint une gloire inédite aux États-Unis et c'est probablement l'athlète le plus populaire de la planète après les Jeux de 92. Sauf que prendre position pour le business, c'est se mettre des gens à dos et c'est perdre de l'argent. Ce qui est incroyable avec Jordan, presque inconcevable en 2025 pour un sportif de son envergure, c'est sa discrétion sur tous les sujets en dehors du basket. Il tenait à sa neutralité, il incarnait le prototype du sportif businessman. S'engager, c'est prendre un risque pour les finances, et sa déclaration « Les républicains achètent eux aussi des sneakers » en est la démonstration parfaite. Une déclaration sur laquelle il est revenu en 2020 dans son documentaire The Last Dance, dans laquelle il affirme ne s'être jamais vu comme un activiste. Sauf que ça, considérer sa portée, ça a énervé beaucoup de gens, surtout quand des drames ont eu lieu. En 91, Rodney King, un chauffeur de taxi, est victime de violences policières à la suite d'une course-poursuite à Los Angeles. Les images de son arrestation font le tour du monde. Et là, je dois vous parler du cas Craig Hodges. That is Michael Jordan's. You know, this comment should have been not Republicans buying gym shoes, racists
buy gym shoes. Craig Hodge, sur le papier, il n'a rien d'exceptionnel. C'est un joueur banal, lambda, un role player comme on a l'habitude d'en voir beaucoup. Il shoot très bien derrière l'arc et il défend très mal. Et pourtant, si on l'avait écouté, il aurait complètement changé l'histoire. À cette époque, il joue avec les Bulls et c'est le coéquipier de Michael Jordan depuis 3 saisons. Et quand il voit ce qui vient d'arriver à Rodney King, eh ben il laisse pas passer du tout. En juin, 3 mois après l'agression de Rodney King, c'est l'heure des finales NBA. Les Bulls affrontent les Lakers et là Craig Hodge, il a une petite idée. Il va voir 2 stars, pas n'importe lesquelles, Michael Jordan et Magic Johnson. Et il leur demande tout simplement de boycotter le Game 1. Et devinez ce que répondra Michael Jordan. Il dira à Craig Hodge qu'il est complètement fou. Et Magic Johnson, lui, il dira que boycotter un match, c'est beaucoup trop extrême. Alors est-ce que Michael Jordan, Magic Johnson auraient dû profiter de leur portée pour défendre leur cause? C'est une vaste question à laquelle on ne répondra pas aujourd'hui. Mais Craig Hodge, pour lui, il n'y avait pas photo. Et il a clairement décidé d'allumer Michael Jordan à ce sujet. Je ne vais pas dire à Michael ce qu'il doit faire, mais en même temps, je ne peux pas aller parler à des jeunes et ne pas l'utiliser comme exemple de ce qui est possible. Il a des enfants dans la paume de ses mains. Nous sommes en guerre, nous ne pouvons plus nous retirer. L'année d'après, quand Chicago bat Portland en finale et fait le back-to-back, au moment d'aller chez George Bush pour la traditionnelle visite des champions à la Maison-Blanche, il va prendre le tir le plus difficile de sa carrière. Déjà, il vient en dashiki, une tenue traditionnelle africaine, quand tout le monde est en costard, histoire de bien marquer le symbole. Mais surtout, il transmet une lettre engagée à George Bush, dans laquelle il dénonce le racisme, les inégalités et tous les problèmes systémiques des États-Unis, au nom de tous les gens qui ne peuvent pas s'adresser directement au leader de la nation. Qu'est-ce qui va se passer pour Craig Hodge après ça? C'est très simple. Il va se faire évincer de la NBA complètement. Les Bulls le coupent à peine quelques jours plus tard et aucune des 29 autres franchises de la Ligue ne veut le signer. Ce qui est quand même bizarre pour un mec qui a gagné 3 fois le concours à 3 points et qui sort de 2 titres de champion avec les Bulls. Même si c'était un role player, il aurait dû trouver un point de chute. Alors on lui a tout enlevé, mais Craig Hodge, il va pas s'arrêter là. En 96, il décide de porter plainte contre la NBA. Les propriétaires des 29 franchises membres de la NBA ont participé en tant que co-conspirateurs à mon exclusion de la Ligue en raison de ma nature politique déclarée en tant qu'homme afro-américain. Bref, il ne collait pas à l'image aseptisée de la Ligue que voulait David Stern et il en a payé les conséquences. Dans le sillage de Michael Jordan, cette tendance des joueurs à s'éloigner des questions sociales et à se retirer du débat politique, ça se poursuit dans les années 2000 parce que tout le monde veut faire comme Jordan, donc personne ne parle. Mais il y a plusieurs événements qui vont se produire dans les années 2010 qui vont réveiller les stars endormies. Trayvon Martin, tué par balle à 17 ans. Michael Brown, abattu par 6 coups de feu alors qu'il avait les mains en l'air selon plusieurs témoins. Laquan McDonald, 17 ans, à qui on a enlevé la vie en lui tirant 16 fois dessus. Ou encore Eric Garner, étranglé alors qu'il a répété 11 fois les mots « I can breathe ». Et il n'y a pas que. Il y a eu aussi Alton Sterling, Philando Castile, Tamir Rice ou encore Freddie Gray. C'est la dure réalité des États-Unis. À cette époque, qui n'est d'ailleurs pas si lointaine, le mouvement Black Lives Matter prend de l'ampleur et les stars NBA le portent. À chaque victime, chaque scandale, les joueurs n'hésitent pas à prendre position et condamner ce qui se passe. On en a l'exemple très parlant en 2016 avec le discours poignant de 4 des plus grosses stars de la Ligue, LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul et Dwayne Wade, qui disent clairement stop dans leur discours, qui disent on en a marre, il faut que ça s'arrête, et qui décrivent la triste réalité des Afro-Américains aux États-Unis. Autre exemple, pour rendre hommage à Eric Garner et dénoncer les conditions tragiques de son arrestation et donc de son décès, on a la quasi-totalité des joueurs qui ont porté le t-shirt I Can Breathe. Mais les actions ne se sont pas résumées qu'à la dénonciation ou à l'indignation. Ils ont carrément fait le ménage dans la Ligue. Le meilleur exemple pour illustrer ce grand ménage, c'est celui de Donald Sterling, l'ancien propriétaire des Clippers, qui a été évincé de la NBA en 2014 après le leak d'une conversation entre lui et son ex-femme, où il montre clairement l'odieux personnage qu'il est et tout son racisme. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est crucial dans la construction de la NBA qu'on connaît aujourd'hui. Tout le monde s'indigne de cette conversation, de Barack Obama à Snoop Dogg, en passant par LeBron James évidemment, ou même Chris Paul qui était un joueur des Clippers à ce moment-là. Mais le soutien le plus inattendu et celui qui va faire le plus de bien finalement, c'est celui d'Adam Silver, le nouveau commissionnaire de la Ligue, arrivé quelques mois plus tôt pour remplacer David Stern et qui va soutenir les joueurs. Les joueurs, les propriétaires, les instances décident donc d'être ensemble et la relation entre les joueurs et la direction de la Ligue change complètement. 4 jours après le leak de cette conversation entre Donald Sterling et son ex-femme, Adam Silver justement annonce le bannissement à vie de l'ancien propriétaire des Clippers et il impose la mise en vente de la franchise. Cette nouvelle relation entre les joueurs et la direction, impulsée clairement par Adam Silver qui était bien plus ouvert que son prédécesseur sur les questions sociales, elle ouvre la porte à un nouvel élan de protestation et des protestations qu'on n'avait jamais vues avant. Par exemple, on a en 2017 les Warriors qui refusent d'aller à la Maison-Blanche pour ne pas côtoyer Donald Trump après avoir gagné le trophée.
is I don't want to go. That's really it. By acting and not going, hopefully that will inspire some change when it comes to what we tolerate in this country. Et puis en 2020, le militantisme prend une nouvelle ampleur, cette fois à cause des décès de George Floyd et de Breonna Taylor. Dans la bulle d'Orlando, prévue pour contrer le Covid, à la place de leur nom au dos de leur maillot, presque tous les joueurs ont un message lié au mouvement Black Lives Matter, et ça va même aller plus loin. Si en 91, Craig Hodges n'a pas réussi sa tentative de boycott, ou du moins il n'a pas été suivi, 29 ans plus tard, il peut être fier de ses héritiers, parce que les Bucks ont boycotté un game des playoffs. Et maintenant, vous me direz, en 2025, eh bien aujourd'hui, la NBA a complètement changé de posture, sous l'œil bienveillant d'Adam Silver, et les élections présidentielles de 2024 sont une parfaite illustration de cette évolution. On a notamment vu beaucoup de stars s'élever et prendre position et inciter les jeunes à aller voter. Et la NBA les a même encouragés, les jeunes, à aller voter, puisque le jour de l'élection présidentielle, elle n'a organisé aucune rencontre. On a vu des stars comme LeBron James ou des coachs comme Steve Kerr ou Greg Popovich qui sont devenus des défenseurs des droits civiques et même des soutiens pour des candidats politiques. LeBron a même créé sa propre organisation intitulée Plus qu'un vote, donc aujourd'hui les joueurs n'ont plus peur de prendre position, c'est même devenu une normalité et c'est l'inverse qui dérange, les joueurs qui ne prennent pas position sont souvent sous les projecteurs. Donc pour conclure, le flambeau laissé par Bill Russell et Kareem Abdul-Jabbar a parfaitement été repris par leurs héritiers, LeBron James et les autres stars de la ligue. Le militantisme est de tout temps, on l'a vu dans cette vidéo. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi fort, la NBA n'a jamais été aussi engagée et c'est pareil pour les joueurs. Alors en 2025, le Shut Up and Dribble de Laura Ingraham n'a jamais sonné aussi faux.